Bonjour Français Françaises. Discours de Jacques Chirac à l'Assemblée nationale le 9 avril 1986. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la France vit aujourd'hui un moment d'espérance. Elle sort d'une campagne électorale longue et disputée qui a donné lieu, comme il est normal et nécessaire en démocratie, à la confrontation des opinions et des projets. La France a choisi, elle se tourne maintenant vers ceux qu'elle a chargés de conduire les affaires publiques. Elle attend d'eux qu'il engage sans tarder une vigoureuse action de renouveau, car elle se sent et se sait affaiblie. Nos concitoyens ont clairement conscience que dans la course sans repos, où le progrès entraîne les grandes nations, notre pays a cédé du terrain. Ses forces économiques en premier lieu ont décliné. Certes, l'inflation chez nous comme partout a reculé, sous les effets conjugués du contre-choc pétrolier et monétaire et d'une politique de désindexation des salaires qui constitue à coup sûr un acquis positif. Pourtant, notre économie n'a pas réussi le rétablissement qu'ont déjà opéré plusieurs de nos grands concurrents. Les comptes provisoires de l'année 1985 sont particulièrement décevants. L'an dernier, la croissance de notre production s'est ralentie par rapport à 1984 et n'atteint que 1,3%. Notre commerce extérieur est resté déficitaire de 24 milliards malgré la réduction de la facture énergétique. Le taux d'épargne national a connu une nouvelle et grave baisse en tombant de 13,4% à 12%. Au fil des ans, notre industrie ne s'est pas réellement modernisée, faute d'investissement. Des pans entiers tels la sidérurgie, les charbonnages ou la construction navale sont sinistrés. Notre agriculture traverse une grave crise qui se manifeste en particulier par la baisse du revenu de nos paysans. La contrainte extérieure qui nous prend en tenaille n'a pas été vraiment desserrée, si bien que nous devons nous garder de toute relance intempestive de la consommation qui provoquerait une augmentation excessive de nos importations. La conséquence la plus préoccupante de cette évolution, c'est hélas le chômage. Je n'entrerai pas ici dans une polémique stérile sur les chiffres. Ce qui est sûr, c'est que l'économie française perd massivement des emplois. 170 000 en 1984, près de 100 000 en 1985. En outre, le chômage présente en France des caractéristiques particulièrement inquiétantes. Il est d'abord en moyenne plus long qu'ailleurs. Il frappe surtout plus d'un jeune Français sur 4, ce qui est un triste record européen. L'impossibilité de trouver du travail est à tout âge un drame personnel et familial. Mais lorsqu'une société aussi développée que la nôtre n'est plus capable d'assurer à tant de jeunes un véritable statut d'adulte, alors le risque est grand de voir ébranler les bases même de la cohésion nationale. Je ne peux achever ce rapide tour d'horizon de la situation économique sans évoquer la détérioration des finances publiques. Afin d'y voir clair en ce domaine et conformément à ce que nous avions annoncé, une personnalité indépendante et incontestée a été chargée de dresser un bilan précis des comptes publics. Monsieur Renaud de la Jeunière, ancien gouverneur de la Banque de France, à qui le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, a confié cette mission, doit nous remettre son rapport dans les prochains jours. Nous pourrons ainsi donner au Parlement et à l'opinion publique les chiffres exacts de la dette interne et externe de la France, du déficit budgétaire et des comptes de la sécurité sociale. Les forces matérielles de la France ne sont pas les seules atteintes, ses forces morales le sont également. La montée de la délinquance et de l'insécurité est en train de dégrader cette qualité de la vie que tant d'étrangers envient à notre pays et de créer une véritable angoisse dans le cœur d'un nombre croissant de nos concitoyens. Quant au terrorisme, ses plus récentes manifestations jettent un trouble de nature quasiment existentielle dans toutes les démocraties occidentales. La nôtre n'est hélas pas épargnée. Plus profondément encore, la France s'interroge sur son avenir en tant que nation, unie dans l'amour, la même culture et dans la volonté de vivre ensemble,
D'un côté, l'accroissement ininterrompu de la population étrangère sur son sol, malgré l'arrêt officiel mais non contrôlé de l'immigration. De l'autre côté, l'hiver démographique qui engourdit notre dynamisme et ne nous permet même plus de renouveler nos générations. Tous ces phénomènes qui touchent à l'âme collective d'un peuple contribuent à créer un climat complexe où se mêlent à la fois l'incertitude, mais aussi l'attente et l'espérance. Car les Français ne se résignent pas. Beaumarchais a bien exprimé cette faculté de nos compatriotes à se ressaisir devant l'obstacle, faculté qui fait sans doute le trait le plus attachant du génie français. La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Oui, malgré ces épreuves, la France vit aujourd'hui un grand moment d'espérance. Les Français attendent, ils espèrent un changement. Notre devoir est de répondre à cet espoir. Il faut y répondre en excluant, cela va de soi, tout esprit de revanche. Nous exigerons certes la loyauté vis-à-vis des décisions prises par le gouvernement dont le peuple a voulu se doter, mais nous jugerons chaque responsable à l'aune de sa compétence et de ses qualités professionnelles. Rien ne nous fera dévier de cette ligne qui n'exclut naturellement ni l'autorité ni la fermeté des ministres démocratiquement investis du pouvoir de commander l'administration. Nous répondrons aussi à l'espérance des Français en recherchant de toutes nos forces l'union nationale, seul ferment efficace du renouveau. La tâche qui est devant nous est immense, la division entre Français serait un handicap insurmontable. Notre état d'esprit ne doit être ignoré de personne. Nous ne sommes ni les représentants ni les défenseurs de telle ou telle classe, groupe ou corporation. La politique que nous entendons mener n'exprime pas tel ou tel intérêt particulier, mais vise l'intérêt général. Nous ne parlons pas à telle ou telle fraction du peuple, mais au peuple de France tout entier. Chacun a manifestement intérêt à ce que la machine économique redémarre, à ce que nos entreprises redeviennent créatrices d'emplois, à ce que l'insécurité recule, à ce que la démographie se redresse. Sur ces objectifs, et j'en suis persuadé, sur le moyen de les atteindre, il existe aujourd'hui une possibilité d'accord national, de mobilisation des énergies, de rassemblement des volontés. Il faut faire taire les querelles. Donnons l'exemple d'un peuple qui se ressaisit et resserre les liens millénaires qui l'unissent. Nous répondrons enfin à l'espérance des Français en leur assignant un but qui les conduise à se dépasser, en donnant un sens au combat que nous leur proposons de mener. La politique nouvelle ne saurait être le simple énoncé de mesures techniques à inscrire dans des textes législatifs ou réglementaires. L'attente du renouveau va bien au-delà, comme l'a écrit Albert Camus, l'homme est un animal qui veut du sens. Notre tâche aujourd'hui, ce n'est rien moins que de donner un sens au renouveau. Notre ambition, c'est de trouver ce sens dans une véritable renaissance de l'humanisme. Depuis des décennies, certains diraient même des siècles. La tentation française par excellence a été celle du dirigisme d'État, qu'il s'agisse de l'économie ou de l'éducation, de la culture ou de la recherche, des technologies nouvelles ou de la défense de l'environnement. C'est toujours vers l'État que s'est tourné le citoyen pour demander idées et subsides. Peu à peu, c'est ainsi construite une société administrée et même collectivisée, où le pouvoir s'est concentré dans les mains d'experts formés à la gestion des grandes organisations. Ce système de gouvernement, qui est en même temps un modèle social, n'est pas dénué de qualité. Il flatte notre goût national pour l'égalité, il assure pérennité et stabilité au corps social, il se concilie parfaitement avec le besoin de sécurité qui s'incarne dans l'État-providence. Mais il présente deux défauts rédhibitoires. Il se détruit lui-même, par obésité, et surtout il menace d'amoindrir ses libertés individuelles. Les Français ont compris les dangers du dirigisme étatique et n'en veulent plus. Par un de ces paradoxes dont l'histoire a le secret, c'est précisément au moment où la socialisation semblait triompher que le besoin d'autonomie personnelle nourri par l'élévation du niveau de culture et d'éducation s'exprime avec le plus de force. Voilà d'où naissent sans aucun doute les tensions qui travaillent notre société depuis des années.
collectivisation accrue de la vie quotidienne, mais inversement recherche un nouvel équilibre entre les exigences de la justice pour tous et l'aspiration à plus de liberté pour chacun. Nous vivons une de ces époques privilégiées où le système de valeurs reversit en plongeant ses racines dans la tradition culturelle de la nation. Ainsi commencent toujours les renaissances. Il est grand temps de tourner le dos aux idéologies fermées, au système construit pour substituer à l'autonomie défaillante de l'individu tel ou tel mode de prise en charge par la collectivité. Il faut aller vers les valeurs qui nous ouvrent l'avenir, tout en nous rattachant à la longue lignée de l'humanisme occidental. Ces valeurs s'appellent liberté, création, responsabilité, dignité de la personne humaine. Et qu'on ne vienne pas affirmer que sous ces bases s'édifierait un monde plus dur ou plus inégal. Nous avons une vision résolument optimiste de l'homme. Nous pensons que la collectivisation amoindrit l'esprit de solidarité parce qu'elle exacerbe les réactions et les égoïsmes individuels contre les machines et les organisations qui broient la personne. Nous pensons au contraire que la liberté développe l'inclination naturelle de chacun d'entre nous à l'altruisme, à la générosité, à la fraternité. C'est dans une société créatrice d'emplois que la dignité individuelle sera le mieux assurée. C'est dans une société où chacun pourra être davantage lui-même que la justice entre tous pourra le mieux progresser. C'est dans une société respectueuse des valeurs et du sens que chacun veut donner à sa vie que l'œuvre commune pourra le mieux s'épanouir. Voilà, mesdames et messieurs les députés, l'idée qui donne cohérence et vigueur à nos différentes initiatives, l'ambition qui anime notre combat, la signification que nous voulons donner au renouveau. Fort de la légitimité que lui a conféré le suffrage universel, le gouvernement s'est immédiatement, dans cet esprit, mis au travail. Un mot d'abord sur la méthode. J'ai toujours été personnellement et mon gouvernement est tout entier attaché à la concertation avec les corps intermédiaires qui représentent les activités économiques, sociales, intellectuelles et culturelles de notre pays. Vous l'avez d'ailleurs constaté, les ministres compétents ont déjà ouvert le dialogue avec les organisations syndicales et professionnelles. Ce dialogue sera maintenu à toutes les étapes de l'élaboration des décisions gouvernementales. Mais entendons-nous bien, la concertation ne saurait être l'alibi de l'inaction ou du renoncement. Nous croyons profondément à la nécessité de certains changements dans la façon dont est gérée l'économie et organisée la société française. Nous l'avons dit et nous avons convaincu, nous ne commettrons pas maintenant l'erreur qui consisterait à mettre en œuvre une politique différente de celle qui a valu la confiance populaire. Nous sommes au contraire déterminés à traduire en actes avec tout le réalisme qu'exige la complexité des problèmes, mais sans faiblesse ni ambiguïté, plateforme pour gouverner ensemble qui doit rester le ciment de notre majorité. Il fallait avant toute chose apurer le passé et tirer les conséquences du retard que la France avait pris depuis 1983 par rapport à certains de ses partenaires européens et principalement par rapport à l'Allemagne. Les produits français souffraient d'un retard de compétitivité qui pénalisait nos entreprises tandis que les taux d'intérêt ne pouvaient baisser suffisamment. Tel est le sens du réajustement des parités qui a été décidé dimanche dernier dans le cadre du système monétaire européen. Il a eu pour objet de constater une fois dissipées les apparences, la vraie valeur de notre monnaie. La situation étant ainsi assainie, nous pouvons maintenant assurer à l'économie française les bases d'un nouveau départ. Les orientations du redressement sont claires. D'une part, les grands équilibres doivent être établis de manière à conforter les résultats obtenus dans la lutte contre l'inflation. À cette fin, la politique monétaire fera preuve de rigueur. Les dépenses et les déficits publics seront sévèrement comprimés et la politique de désindexation salariale sera poursuivie. D'autre part, l'économie française a besoin d'un supplément de liberté pour connaître un regain de dynamisme et créer de nouveaux emplois. 3 libertés fondamentales pour le bon fonctionnement des entreprises leur seront rapidement garanties. Liberté de fixer les prix, liberté de commercer avec l'étranger sans contrôle,
plus grande liberté dans la gestion des effectifs en vue d'éliminer les entraves à l'emploi. Le renforcement de la compétitivité nationale suppose aussi un allègement des charges et des formalités de toutes sortes qui paralysent la production, ainsi que des mesures de confiance de nature à susciter l'initiative des entreprises et la motivation des salariés. Les principes étant ainsi posés, je voudrais maintenant indiquer à votre Assemblée le calendrier de mise en œuvre de la politique gouvernementale. Dès le prochain jour, le Parlement sera saisi de plusieurs projets de loi qui engageront le renouveau. Le premier d'entre eux sera le projet de loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de conduire le redressement économique et social. 3 séries de mesures y figureront. D'abord, celles qui permettront de libéraliser la marche de l'économie, tant au profit des entreprises qu'à celui des salariés. Si le Parlement y consent, le gouvernement sera pour ce faire habilité à abroger les ordonnances de 1945 sur la police des prix, à assouplir les dispositions législatives qui régissent le contrat de travail à durée déterminée, le travail temporaire, le travail à temps partiel, et à adopter les mesures propres à développer la participation des salariés. Le deuxième volet de la loi d'habilitation concernera l'emploi des jeunes. Pour débloquer une situation dont j'ai rappelé la gravité, des mesures ambitieuses s'imposent. Le plan que nous vous proposerons s'articulera autour de 3 idées. 1. La présence effective des jeunes dans l'entreprise, ce qui est la condition d'une insertion durable dans le monde du travail. 2. La poursuite de la formation et la prise en compte dans le calcul de la rémunération du temps qui lui est consacré. 3. Enfin, l'exonération d'une fraction significative des cotisations sociales dues par l'employeur. Le troisième volet de la loi d'habilitation traitera de la privatisation. La liste des entreprises qui pourront être dénationalisées dans les 5 prochaines années sera clairement indiquée. Elle comportera toutes les entreprises du secteur concurrentiel, quelle que soit, cela va de soi, la date de leur nationalisation. Le dispositif de redressement économique et social mis au point par le gouvernement comportera ensuite le projet de loi de finances rectificative pour 1986. Ce texte permettra de compléter les dotations budgétaires qui s'avèrent insuffisantes compte tenu de l'état des lieux auquel nous procédons. Il traduira en termes budgétaires le plan d'urgence pour l'emploi des jeunes et prévoira notamment la prise en charge par l'État des cotisations sociales dont seront exonérées les entreprises. Il dégagera un train d'économie de l'ordre de 10 milliards de francs qui exigera de la part des ministres une extrême vigilance. Il amorcera enfin la remise en ordre de notre fiscalité de l'épargne pour stimuler les investissements et définira les conditions d'une amnistie propre à rétablir la confiance et à favoriser le retour des capitaux dans notre pays. Les 2 textes fondamentaux dont je viens de tracer les lignes générales seront suivis dès la décession de printemps par plusieurs autres projets de loi. Je citerai notamment les projets qui auront pour but de rendre aux entreprises une plus grande liberté de gestion de leurs effectifs en s'attaquant aux effets pervers de l'autorisation administrative, de licenciement ou en atténuant ce que produit le franchissement de certains seuils. Il s'agira là d'une première étape dans la nécessaire simplification du statut des petites et moyennes entreprises. Je pense également à la relance de la politique contractuelle et à la rénovation du dialogue social, par une décentralisation plus poussée de la négociation collective. Le gouvernement déposera aussi le projet de loi de programme sur le redressement économique et social des départements d'outre-mer, ainsi que les dispositions législatives de même nature intéressant les territoires d'outre-mer et notamment la Nouvelle-Calédonie. Cet effort de solidarité en faveur de la France d'outre-mer est non seulement justifié par la nécessité d'y relancer l'activité et d'y créer des emplois, mais aussi en raison de la place éminente
qui lui revient dans la République. Nous sommes en effet déterminés à assurer à nos concitoyens d'outre-mer qui ont fait le choix et dans des conditions d'ordre et de sécurité leur avenir dans la France, une France qui sans eux serait loin d'être celle qu'elle est aujourd'hui. Enfin, et pour ne retenir que l'essentiel, le gouvernement proposera un projet de loi relatif au développement de l'investissement immobilier et de l'accession sociale à la propriété afin d'engager la relance indispensable du secteur sinistré du bâtiment et des travaux publics. Nous nous doterons ainsi avant l'été des moyens d'atteindre le double objectif de la politique économique et sociale du gouvernement. Assainissement financier et libéralisation de l'économie. Mais ne perdons pas de vue l'essentiel, c'est-à-dire les hommes. La politique économique dans la situation où nous nous trouvons ne peut avoir d'autre finalité que le plein emploi des hommes et des femmes. Toutes nos énergies, celles de l'État, mais aussi celles des collectivités locales, des entreprises, des syndicats, de chaque citoyen, doivent tendre vers ce but. Il n'y a pas d'inégalité plus insupportable qu'une inégalité devant le travail. Pour relever un tel défi, il faut d'abord faire preuve d'un authentique esprit de solidarité. Lorsque plus d'un Français actif sur 10 et plus d'un jeune sur 4 sont au chômage, les revendications catégorielles passent au second rang. J'ai confiance dans l'intelligence et les qualités de cœur des Français. Ils voient bien aujourd'hui que l'effort de solidarité des uns peut et doit contribuer à créer les emplois des autres. Je suis sûr qu'ils sont prêts à consentir cet effort à l'exclusion de tout égoïsme. Il nous faut manifester un esprit de combativité et de compétitivité. L'expérience nous a montré que la reconquête du plein emploi ne peut résulter d'une simple redistribution des heures de travail existantes. La pénurie s'entretient par définition d'elle-même. Il est impératif d'accroître la quantité de travail disponible. Pour y parvenir, il n'y a pas d'autre voie que celle de la compétitivité qui permet de marquer des points dans la bataille nationale et internationale. J'utilise à dessein le mot de bataille, vaincre le chômage, c'est retrouver l'esprit de pionnier. C'est conquérir des positions nouvelles, c'est déplacer une frontière, oui, une nouvelle frontière, cela doit être de l'emploi. Les Français au contact des réalités quotidiennes de l'entreprise le savent bien, et tout particulièrement les cadres et le personnel d'encadrement. Rien n'est jamais donné une fois pour toutes. Seule la recherche permanente de l'excellence, une mentalité perpétuellement offensive, la volonté toujours en éveil d'innovation et de création, l'intention portée à chaque détail pour qu'en fin de compte le prix et la qualité des produits fabriqués soient à la hauteur de la concurrence. Bref, l'amour du travail bien fait. Vertu si profondément française, seule cette attention de tous les instants assure la prospérité de l'entreprise. Et seules les entreprises prospères créent des emplois. Voilà ce qu'implique de la part de la nation tout entière la lutte pour l'emploi. Toutes nos décisions seront dictées par le souci exclusif d'encourager, je dirais mieux, de porter cet élan de mobilisation et cette obsession de la compétitivité. L'urgence et la difficulté de ces questions ne doivent pas occulter d'autres problèmes qui, à juste titre, préoccupent les Français. Il s'agit d'abord du bon fonctionnement de nos institutions. Nous avons pris devant le pays l'engagement solennel de rétablir sans délai le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Nos concitoyens ont bien compris que ce mode de scrutin était le seul véritablement conforme à l'esprit de nos institutions. Parce qu'il est le plus apte à dégager des majorités solides et parce qu'il crée entre l'électeur et l'élu un lien plus direct et donc le plus démocratique. Le deuxième projet de loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance qui vous sera soumis prochainement portera donc sur le rétablissement du scrutin majoritaire. Il instituera des garanties de procédure pour que nul ne puisse contester de bonne foi le sérieux et l'équité de la délimitation des circonscriptions électorales. Le gouvernement veut enfin promouvoir dans la sécurité une société de liberté.
Nous ferons voter avant l'été la loi sur la communication, dont la double ambition est de désengager l'État d'un secteur où il pèse trop lourd et de donner à notre industrie des réseaux et des images le dynamisme nécessaire pour porter haut et loin le talent de nos créateurs. Ce texte mettra en place une commission nationale de la communication et des libertés qui assurera la régulation globale de la communication, notamment en attribuant des licences aux opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Ainsi sera prolongé et amplifié le rôle qu'a joué la haute autorité et qui, à bien des égards, doit être reconnu. La loi devra aussi prévoir une clarification des financements de l'audiovisuel afin que les ressources publicitaires soient exclusivement réservées aux entreprises du secteur concurrentiel. La privatisation d'une partie de l'actuel service public de l'audiovisuel découlera de cette clarification qui devra permettre à notre télévision de mieux se développer. En laissant place à un secteur public fort de qualité et de référence, mais également aux entreprises privées qui pourront ainsi devenir des groupes multimédia. Il sera procédé avec les représentants de la presse écrite et avec les autres intéressés à une concertation qui devra permettre d'éviter tout risque de déstabilisation de ces professions. Enfin, s'agissant de la liberté de la presse, la loi du 23 octobre 1984 sera abrogée et remplacée par des dispositions qui garantissent véritablement la transparence et le pluralisme. Mais il ne saurait y avoir de société de liberté sans sécurité. Le gouvernement est déterminé à prendre des mesures d'une grande fermeté pour renforcer la sécurité des personnes et des biens, lutter contre le terrorisme et préserver l'identité de notre communauté nationale. Le Parlement sera invité à examiner des projets de loi instituant une peine incompressible de 30 ans en substitution de la peine de mort, renforçant la répression d'associations de malfaiteurs afin de permettre à la police d'intervenir davantage avant la constatation du crime, modifiant les conditions d'octroi de sursis et rendant plus rigoureux le régime de la récidive, étendant enfin les contrôles d'identité, extension indispensable pour prévenir la délinquance. Dans le même temps, le gouvernement mettra en place des documents d'identité infalsifiables. La modification des lois pénales que nous soumettrons au Parlement s'accompagnera d'un aménagement de l'organisation et des missions de la police nationale. Le gouvernement a décidé de créer un échelon de commandement régional de la police, de rétablir des unités spécialisées et de limiter les écoutes téléphoniques à celles qui sont décidées par l'autorité judiciaire ou exigées par la sécurité de l'État. En outre, les corps des policiers doivent être gérés en vue d'assurer la promotion des meilleurs. Pour ce faire, l'avancement au choix sera réhabilité et des passerelles seront instituées entre tous les corps de police. Le gouvernement relèvera le défi du terrorisme. Il vous proposera de renforcer la législation par la création d'un code pénal d'un crime de terrorisme, par l'allongement de la garde à vue à 4 jours, par la possibilité d'accorder des remises de peine aux personnes convaincues d'avoir commis des actes de terrorisme ou aider les terroristes et qui acceptent de collaborer avec la justice. Et enfin, par la création à la Cour d'appel de Paris d'une chambre spécialisée qui centralisera les poursuites, l'information et le jugement des actes terroristes. J'installerai auprès de moi un conseil de sécurité intérieure réunissant les ministres compétents qui aura la responsabilité de concevoir et de coordonner la lutte contre le terrorisme. Les services de police seront regroupés pour une plus grande efficacité. Le Parlement aura à débattre d'un projet instituant une procédure administrative pour reconduire à la frontière les étrangers en situation irrégulière et d'une modification du Code de la nationalité tendant à soumettre l'acquisition de la nationalité française à un acte de volonté préalable. Dans le domaine réglementaire, le gouvernement rétablira les visas pour l'entrée et le séjour des étrangers
non originaires de la communauté économique européenne. Dans le cadre des négociations qui seront engagées avec les pays étrangers, de même, nous engagerons des conversations avec les gouvernements concernés pour conclure des conventions au terme desquelles tout étranger condamné du droit commun par la justice française pourra être expulsé vers son pays d'origine afin d'y purger sa peine. Ainsi, la France résoudra, dans la dignité de tous, les difficiles problèmes que l'immigration pose à nos sociétés industrialisées. Vive la France, vive la République. Et cette vidéo était un hommage au président Jacques Chirac. Vive la France.